Sepharim, votre émission sur les livres, le livre parfois, sur Radio J avec des auteurs, des écrivains, des artistes engagés, forcément engagés, c'est sur Radio J, avec lesquels nous parlerons librement bien sûr de la culture, de la politique, de la société. Aujourd'hui on va parler du livre avec un grand L, puisque nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un philosophe et un talmudiste, René Lévy, directeur des études lévinassiennes, directeur de collection aussi, éditeur, traducteur, écrivain. Beaucoup d'armes à son apanage. René Lévy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et bienvenue justement sur Sepharim, vous qui êtes un homme des livres et du livre. René Lévy, vous êtes né en 1970 et alors c'est pas la première fois que quelqu'un va vous poser la question. Vous êtes le fils et fièrement le fils d'un grand penseur juif puis franco-israélien, Béni Lévy, et je crois qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, était célébré justement le début de l'Institut des études lévinassiennes. Alors, les 20 ans de la disparition de votre père en 2003. Donc c'est en novembre 2023. Béni Lévy, pour ceux qui nous écoutent, les plus jeunes, c'était une personnalité très connue dans les années 60-70, puisqu'il était à l'époque pas encore le grand talmudiste qu'il allait devenir, mais plutôt un politique très à gauche prolétarienne, on peut dire ça, maoïste de l'époque. Politique, c'était un révolutionnaire. Un révolutionnaire. Voilà. Oui, c'est ça. Il a été à l'origine de la création de Libération aussi. De Libération. Et puis il fut le fameux proche secrétaire de Jean-Paul Sartre. Comme on dit officiellement. Voilà. Ça, c'est Béni Lévy, votre père, Zichrono Livracha. C'est intéressant de voir le parcours, justement, de votre père, Béni Lévy, qui a commencé comme un révolutionnaire marxiste-maoïste et qui est devenu, vous le dites, je crois, c'était un peu l'apothéose qui est arrivé finalement à Jérusalem. Retour aux sources ? C'est toute la question du retour. C'était l'objet de mon séminaire il y a quelques jours, sur le retour. Non, je ne crois pas que c'était un retour aux sources. Sauf à dire que la source, c'est l'infini. Puisqu'il s'agit bien d'un retour à ce que lui-même appelle l'infini, ou ce que l'on appelle dans d'autres textes, Ein Sof. Voilà. Oui, dans ce sens-là, c'était un retour. C'était aussi un retour à soi, comme juif, mais ça n'était pas exclusivement un retour en religion, un retour à Sion, oui. Non plus. Ça, je tiens à le dire. Mon père n'a jamais été sioniste. Qu'est-ce que ça veut dire, n'a jamais été sioniste, René Lévy ? D'abord, vous savez quand même qu'il était du temps de la gauche prolétarienne, qu'il était violemment antisioniste. Oui, ça, on le sait. Mais même après son retour à Jérusalem, il le dit très nettement dans son dernier séminaire, La pensée du retour. Il dit très nettement, il ne s'est jamais agi pour moi de m'intégrer à la société israélienne. Pour quelle raison ? C'est ça qu'on ne comprend pas. Pour quelle raison ? Parce que justement, il ne s'était jamais agi pour lui de s'intégrer dans la société française, même s'il en a été tenté, d'abord, dans son jeune temps, il ne s'est pas non plus agi pour lui de s'intégrer dans la société israélienne. La société israélienne ne marquant pas pour lui la fin de l'exil. Oui. Pour lui, donc on peut la dire fin qu'il y a de une l'exil, situation, une forme d'étrangeté au monde qu'il a voulu préserver jusqu'au bout, que ce soit en France ou en Israël. Même. Exactement, il le dit. Ce qui peut être un peu surprenant, c'est vrai. Très surprenant, mais vous avez tout à fait raison de parler d'étrangeté. Il dit lui-même, je suis
je suis retourné au monde de la Torah parce que ce monde est mon monde et parce qu'il est étranger à la terre. C'est ça, c'est sa patrie, la Torah. Le monde de la Torah. Le monde de la Torah et sa patrie. Une géographie, évidemment, spirituelle, vaste. Même si, non, alors, c'est vrai et ce n'est pas vrai parce que cet ailleurs dont il parle, il a quand même un nom, c'est Jérusalem. Il dit que voilà, ce lieu, c'est Jérusalem. S'appelle Jérusalem. Mais évidemment, ça n'est pas la Jérusalem politique, la Jérusalem capitale. Non, ça n'est pas ça. C'est ce qu'il appelle, lui, le monde de la Torah. Ça ne veut pas dire non plus l'orthodoxie, ça ne veut pas dire la société ou le microcosme orthodoxe, enfin microcosme qui tente à devenir un macrocosme, mais ça n'est pas ça non plus. Hein. Quand il parle de société israélienne, ça n'est pas non plus la société orthodoxe. Mais est-ce qu'on peut considérer que votre père, Béni Lévy, René, finalement reconnaissait au moins l'État d'Israël comme un refuge possible, une vie possible pour les Juifs, une vie souhaitée aussi pour les Juifs, et notamment lui qui finissait ses jours justement dans l'État d'Israël, dans la capitale de l'État juif, c'était quand même, j'imagine, pour lui un aboutissement, une possibilité d'être en Israël, ce qui atténuerait justement ce assionisme, si j'ose dire. Alors, vous dites beaucoup de choses dans cette phrase. Je pense qu'il aurait... à ma connaissance, il n'en a jamais parlé, mais je pense qu'il aurait admis, il aurait reconnu combien... Alors, Israël, je ne dirais pas l'État, mais en tout cas Israël, est, oui, un refuge pour tous les Juifs du monde entier. Ça, évidemment, il ne l'aurait pas nié. Mais il n'aurait pas pour autant souscrit au nationalisme juif tel qu'il est, en tout cas tel qu'il est en vigueur, si je puis dire, dans les milieux sionistes, religieux ou pas, d'Israël. René Lévy, vous êtes notre invité aujourd'hui dans Sépharim. On parle de cette figure maintenant très importante de l'histoire du XXe siècle, enfin même un peu plus, puisque votre père nous a quittés en 2003. Qu'est-ce qu'il vous a, à votre avis, laissé léguer le plus au plan intellectuel ? Est-ce que c'est, pour dire les choses un peu piquantes, est-ce que c'est ça, ce rapport à Israël, ou c'est autre chose ? Non, c'est pas... Même si je suis, à bien des égards, je souscrirais comme lui à l'idée qu'Israël demeure un refuge pour tous les Juifs du monde entier. Je pense que c'était initialement le projet de Herzl. Mais non, ça n'est pas... La preuve, c'est que je ne me suis pas installé en Israël comme lui. Vous avez d'ailleurs l'Institut des études lévinassiennes, vous l'avez ramené de Jérusalem à Paris. Il devait être bicéphale, il devait avoir 2 têtes à Jérusalem et à Paris. Ma mère ayant refusé, j'ai donc... il refusait si je ne prenais pas la direction en Israël. Comme il n'était pas question pour moi de m'installer à Jérusalem, j'ai donc déplacé l'Institut à Paris. Pour le reste, ça n'est pas, je vais peut-être choqué, mais ça n'est pas l'œuvre de mon père que je retiendrai le plus. C'est le maître. Le maître de l'oralité. Ça a été, je n'ai eu que 2 maîtres, je veux dire 2 maîtres dans la transmission orale, j'entends. J'ai eu d'autres maîtres dans l'apprentissage du texte, mais pour l'enseignement oral, j'ai eu mon père, qui était un maître extraordinaire, et Ravelléou, un Paul, à Strasbourg, dont mon père a été l'élève, d'ailleurs. Voilà. Et bien ça, l'expérience de cet enseignement oral est une expérience marquante, c'est peu de dire, c'est une expérience qui vous accompagne
jusqu'au bout. Voilà. Mon père m'accompagne jusqu'au bout, comme Ravaillaud m'accompagne jusqu'au bout. Et c'est pas leur œuvre. Je ne parle pas de leur œuvre, je parle de leur... C'est leur façon d'être. Voilà, de cette vitalité d'enseignement, de cette... Dont vous vous réclamez aujourd'hui vous-même, René Lévy, puisque vous êtes un Je enseignant. me réclame, oui, mais je ne crois pas avoir leur génie. Mais oui, ils avaient le génie, le don d'enseigner, le don de comment vous dire, pour le dire assez vite, quand ils parlaient d'un texte devant des auditeurs, c'était comme un drame qui se jouait sous vos yeux, auquel vous aviez part vous-même. Vous pouviez être, je me souviens, à Strasbourg, même même l'idiot du village. Parce qu'il y avait des idiots du village à Strasbourg. Même à Strasbourg. Même à la yeshiva des étudiants. Et c'était fascinant de voir combien tous étaient comme absorbés par le drame intellectuel qui se jouait là. C'est un enseignement oral particulier. Ah oui, unique. Pas particulier, unique. Unique. C'est une expérience unique. Alors, très théâtrale, bien sûr, mais au sens de Louis Jouvet, donc au plus haut sens du terme, mais c'est une expérience unique. Et je plains ceux qui n'ont pas eu la chance. N'ont pas eu la chance, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. René Lévy, on parle avec vous justement de la figure tutélaire spirituelle d'un fils. Bon, vous avez été aussi un fils normal avec son père. Normal, je sais pas. Mais je sais pas normal, on va le voir dans la suite de la conversation. Si vous avez été mais disons pour l'histoire, on dit que Benny Lévy, c'est d'ailleurs été raconté dans le livre de Bernard-Henri Lévy, Le siècle de Sartre, que c'est votre père qui a fait en sorte que Jean-Paul Sartre finalement se recentre, revienne sur notamment sur ses positions politiques ou ne serait-ce que son regard, sa représentation des Juifs. On dit qu'il a été vraiment à l'origine de ça, c'est vrai ? Alors, je vous engagerai sur cette question à inviter l'un de mes élèves, d'ailleurs, qui a été aussi qui est un compagnon, Laurent Tuile-Tartour, qui vient de sortir, là, il y a quelques semaines, un livre, Achever Sartre, qui, évidemment, revient sur ce dialogue entre Benny Lévy et Jean-Paul Sartre. Et lui montre, et je suis assez convaincu, que c'est moins Benny Lévy qui pousse Sartre vers le judaïsme que Sartre qui pousse Benny Lévy à se retourner. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, je vous invite à l'inviter. On va inviter Laurent, vous dites... Tuile-Tartour. Chez Grasset. Pour parler dans la collection de évidemment, on va être passionné par ce livre et nous l'inviterons, bien sûr. René Lévy, on parle avec vous, bien sûr, de l'étude. La Torah, c'est important pour vous. Bon, vous êtes né dedans ? Non. Alors, non. Je suis né dans le cochon. Oui, c'est vrai que vous étiez... Même si vous êtes très jeune, c'est vrai que... de 70 à... Vous aviez... Le retour s'amorce, ou la tchouva, comme on dit en hébreu, la tchouva s'amorce en 78. Donc, j'ai grandi dans les années... Ah oui, vous étiez encore un... Ah oui, j'ai grandi dans le cochon, j'ai grandi dans l'agitation politique, révolutionnaire. Et voilà, et j'en ai de très beaux souvenirs. Et non, je n'ai pas grandi dans la Torah, non. Mais je n'ai pas non plus été ce qu'on appelle un Baal Tshuva. Puisque quand j'ai fait ma bar mitzvah, j'étais ce qu'on appelle déjà un juif orthodoxe. Oui. Voilà. Alors, juif orthodoxe, René Lévy, comment on définit juif orthodoxe que vous êtes aujourd'hui ? Vous êtes un enseignant, c'est quoi ? C'est la pratique qui est plus rigoureuse, c'est ça, que celle des autres ? Si l'on revient au grec, il ne faudrait pas dire juif orthodoxe. Orthodoxe, ça veut dire opinion juste. D'accord ? Ça n'est pas le terme adéquat. On a forgé un autre terme, c'est orthopraxe. C'est-à-dire d'une pratique droite. Voilà. Oui, donc je préfère ce orthopraxe, je préfère ce terme, même s'il n'est pas entré dans la langue. Voilà, donc c'est un juif observant.
Ouais, un juif observant. Alors, comme on est dans cette émission aujourd'hui que nous enregistrons, mais nous sommes dans les conditions du direct. On vient d'apprendre ce jour la disparition d'un des grands personnages de l'histoire contemporaine française, mais aussi juive. C'est Maître Robert Badinter qui vient de s'éteindre. Tiens. Voilà, c'est un autre parcours juif français, un peu différent, mais lui aussi différent. Très marquant aussi. Très marquant aussi. C'est un parcours très différent. Je sais que mon père n'avait pas beaucoup d'estime pour l'homme, parce que voilà, il incarnait aux yeux de mon père l'Israélite français. Mmh. Pourtant, c'était un survivant, survivant de la guerre, et ses parents avaient été déportés et tués. Oui, donc bon, mais ça, c'était pas l'archétype titre de noblesse. Ouais. Oui. Voilà, non, mais moi, je n'ai rien d'autre à dire. La peine de mort. Ah, on doit parler de la peine de mort. Cette interdiction est inscrite en quelque sorte aussi dans la Torah, oui, l'abolition de la peine de mort. Non ? Elle est très rare. Elle est très rare. On dit que les tribunaux qui pratiquent la peine de mort, en tout cas, sont des tribunaux qui la pratiquent régulièrement, sont des tribunaux. Non, on dit arzarim, c'est des cruels. Cruel. Voilà. Il y a bien sûr de la cruauté dans la peine de mort. Est-ce qu'il faut pour autant l'abolir ? Ça, c'est une autre question. Ouais. Voilà. En tous les cas, on rend un hommage ici dans le cadre de cette émission à Robert Badinter, qui a été néanmoins une grande figure de la vie politique française, proche notamment du président Mitterrand. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, sur nos antennes sur Radio J. Alors, on va, au terme à ce moment de notre émission, marquer une pause que vous avez choisie selon la tradition de Sepharim. Et après, vous nous expliquerez pourquoi, d'ailleurs, ce choix.
fondu. Eh oui, vous écoutez toujours Sépharim, notre invité aujourd'hui, le philosophe et talmudiste René Lévy. On parlait dans cette première partie d'émission de son père, Benny Lévy. Et puis, cette pause musicale, d'ailleurs, nous a été recommandée par notre invité René Lévy, qui va nous dire pourquoi il a choisi, dans le cadre de cette émission, ce morceau de Sibelius. De la symphonie numéro 2, deuxième mouvement. D'abord parce que je crois que Sibelius est l'un des plus grands symphonistes du XXe siècle. C'est une musique, vous pouvez en juger, c'est une musique sublime. Et ce morceau en particulier, même si je préfère la 4e symphonie, ce morceau parce que j'ai écouté le concert, un cycle Sibelius. Alors il est disponible sur YouTube par le grand Esa-Pekka Salonen, grand chef finlandais, et qui a donné un cycle Sibelius. Il était tout jeune, il devait avoir la vingtaine, c'était la radio suédoise, et c'est un concert absolument éblouissant. Et à ce moment, à ce passage-là, je ne sais pas comment l'opérateur a deviné, il fait... La caméra se rapproche du visage, et là, ça vient, une larme coule de l'œil de Salonen, et une sorte de rictus. Je revois ce concert constamment. Voilà, je suis toujours fasciné par ce moment, a toujours été pour moi. Donc je convie. Voilà, vous nous faites partager cette fascination et cet enthousiasme au sens étymologique du terme. Cette émotion puissante devant, voilà. Voilà, ça c'est la musique de cette René. larme qui est une perle. Vous avez écrit plusieurs livres. On s'était déjà vu à l'époque, c'était dans 2009, vous aviez fait paraître La Divine Insouciance, étude des doctrines de la Providence d'après Maïmonide. C'était un gros travail de recherche de longue date. Vous avez parlé aussi de Paul de Tarse, que peut-être nos auditeurs connaissent sous le nom de... Sous son pseudonyme, Saint Paul. Saint Paul, et non pas Shaoul de Tarse. Il est plus connu sous le nom de Saint Paul. Ça, c'était intéressant du point de vue de votre regard. C'est le regard d'un talmudiste, de quelqu'un qui étudie la pensée juive. Et votre thèse, je crois, dans ce livre, c'était dire que Saint Paul, Saül de Tarse ou Paul de Tarse, avait gardé quelque chose de profondément juif, c'est ça ? Alors, il faut être très précis. Paul de Tarse est une grande ville de Cilicie, c'était l'Empire romain. C'est une ville à culture hellénistique. Et Paul est issu d'une famille orthodoxe, qu'on dirait aujourd'hui juif orthodoxe. Hébreu, on disait alors. Hébreu, fils d'hébreu. À 17 ans, il monte à Jérusalem pour achever ses études juives. Et il devient le disciple de Rabban Gamliel, qui est l'une des plus grandes figures du judaïsme tanaïtique. Il est son élève jusqu'à l'âge de 25 ans. Il est non seulement son élève, mais il est aussi ce qu'on appelle shaliach du Beit Din. Il est nommé, désigné par le Beit Din pour traquer, si je puis dire, en tout cas c'est le mot, persécuter, mais ça veut dire poursuivre les Juifs tentés par Jésus. Ouais, c'est extraordinaire de rappeler en fait ce parcours. Bien sûr, c'est d'abord, non seulement, il le dit lui-même, j'étais un juif orthodoxe et j'étais un zélote de la Torah, de la loi. Et donc après tout le monde, les gens ceux qui savent qu'il a cette révélation sur le chemin de Damas, où il allait donc enquêter dans la communauté de Damas, et c'est là que quelque chose se produit, se passe, et qui décide de la suite. Et je me suis demandé, alors,
je ne vais pas revenir sur l'histoire, pourquoi je me suis intéressé à Paul. Mais je me suis demandé, mais comment c'est possible d'en arriver là? Ouais. Comment? Il ne lui est rien arrivé. Encore Jésus, on peut dire, voilà, là, une sorte, mais un grand dépit, parce qu'il était l'élève de Yoshua ben Perachia. Ok. Mais lui, non. Il n'a jamais subi de vexation, ni rien. Ouais. Bon. Alors, c'est le point de départ de mon livre, et c'est là que j'ai découvert, évidemment, l'immensité de sa critique, d'abord, du monde pharisien, dont il est issu, ce que j'ai appelé la conscience pharisienne, et de la solution qu'il croit apporter, et qui n'en est pas une, mais qui est l'acte de naissance du christianisme. Absolument. Ce qu'on pourrait lire dans La mort à vif, cet essai sur Paul de Tarse, que vous avez fait paraître en 2020. On est avec vous, et on parle de philosophie aussi, de judaïsme, c'est important. Comment ne pas évoquer aujourd'hui, 4 mois après, ce qui s'est passé en Israël, le 7 octobre, qui est une date maintenant qui restera dans l'histoire du peuple juif, mais aussi de l'humanité. Le 7 octobre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est, à votre avis, c'est quoi? C'est le juif, l'israélien, qui a cru qu'il était au-dessus des possibilités. Certains ont parlé qu'il a sous-estimé l'adversaire, sous-estimé l'ennemi héréditaire, en quelque sorte, l'arabe, ou c'est autre chose? Oh, ça, c'est sans doute vrai, mais je dirais que c'est accessoire. Le principal n'est pas là. Je crois que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est quand même ce que les Grecs appelaient une apocalypse. Oui. C'est-à-dire, bien sûr, une catastrophe, mais aussi une révélation. Ce que veut dire, en grec, le mot apocalypse. Il s'est produit, quelque chose a été révélé. C'est quoi? C'est que, aux yeux du monde, pas le monde bien élevé, mais aux yeux du monde, ce qu'on appelle le monde progressiste. Aux yeux des étudiants, par exemple, des universités du monde entier, le juif, même en Israël, n'est pas à sa place. Ça, c'est une révélation terrifiante. Le juif a cru qu'il avait réglé la question avec la création de l'État d'Israël. Et voilà qu'il s'aperçoit que la question n'est pas réglée. C'est quand même ça, c'est un coup. C'est vertigineux, bien sûr. On termine notre entretien, on pourrait poursuivre de longues heures, puisqu'il y a tellement de choses à dire sur votre travail, évidemment, la matière qui est la pensée. Vous avez fait paraître, il n'y a pas si longtemps, la traduction et les commentaires de Avot, les traités des pères, comme on disait, Pirkei Avot, c'est un peu la sagesse, si je résume ça un peu crûment, la sagesse juive, en quelques Mishnayot, c'est ça? Oui. Traités. Oui. À condition de s'y frotter vraiment. J'ai envie de dire, oui, s'y frotter vraiment, mais je vais vous demander en une phrase, mais qu'est-ce que apporte vraiment la sagesse juive de ces traités de Mishnah, selon vous? J'exagère, je sais. Oui. Pour peu qu'on se donne du mal, ce traité apporte énormément, parce que ce qu'il recèle est insoupçonné. Ce qu'il recèle d'intelligence est insoupçonné. Voilà. Pourquoi? Parce que ça n'a l'air de rien. Ce traité n'a l'air de rien. C'est des petites, des aphorismes comme cela. Mais non, c'est beaucoup plus. Mais il faut se donner du mal. Il faut se donner du mal. Il faut se donner du mal. Dans l'étude. C'est ce que vous faites d'ailleurs. Parce oui, que dans l'étude. Votre traduction, vos commentaires. Et ce n'est que le début. Vous aviez fait le premier en 2015, voilà celui qui arrive en 2024. Et il y en a d'autres, mais passionnants, très intéressants, très pédagogiques aussi, la façon dont vous traitez les choses. Mais ça, c'est aussi votre métier d'enseignant.
votre vocation d'enseignant. René Lévy, merci d'avoir été avec nous sur Sépharim. On aurait aimé continuer à parler. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'événements. On aura l'occasion de vous retrouver sans doute pour avoir votre regard, toujours original, mais marqué bien sûr décalé par l'étude profonde des textes. Et comme vous dites, se faire mal pour comprendre ces textes. Merci bien, à bientôt. Merci à vous.